Ma dernière vidéo se terminait et j'étais rendu au nord de Vancouver en prenant le traversier à partir de l'île de Vancouver. Et mon intention était de revenir dans les Rocheuses, c'est-à-dire de partir vers le nord au niveau de Vancouver pour aller à Whistler. Et après ça, de remonter dans les Rocheuses pour aller à Banff, Laclouise, Jasper, pour après ça, aller faire la Alaska Highway. Je suis à me promener dans le village de Whistler. Et puis, si vous êtes déjà allé au village de Mont-Tremblant, bien, vous êtes déjà allé à Whistler. C'est un copier-coller. Alors, c'est particulier. La raison pour laquelle j'ai pas vraiment aimé Whistler, c'est juste que c'est fait pour uniquement des touristes. C'est-à-dire que quand on se promène dans ces faux villages-là, c'est uniquement pour magasiner, pour acheter, puis pour rester sur place. Il n'y a pas de gens qui habitent vraiment là. C'est-à-dire que c'est des villages qui sont construits de façon concentrique, avec des boutiques tout le long, et tu tournes en rond, puis ça t'amène toujours vers un hôtel au centre, ou à peu près, puis un hôtel de luxe. Donc, c'est vraiment juste pour la consommation, et ça ne m'intéresse pas vraiment. Alors que l'exemple de Banff, c'est tout à fait le contraire. Banff, à la base, c'est un village, un vrai village, avec sa rue principale. Oui, c'est les mêmes commerces probablement qu'à Whistler, sauf qu'il y a une avenue principale avec chaque côté très large trottoir. Toutes les devantures des commerces sont uniformes, c'est tout en bois, c'est super beau. Et derrière, il y a la rue piétonne pour les gens qui veulent avoir des terrasses, des bars, des restaurants, c'est parfait. Et ensuite, on a le quartier résidentiel et ensuite, à l'arrière, on a la belle rivière. Donc, quand on se promène dans Banff, on croise des résidents, il y a une vraie vie, c'est pas artificiel, c'est un vrai village, on a l'impression de participer à quelque chose, ce qui n'est pas le cas à Whistler. Whistler, c'est un gros centre d'achat. Alors voilà, alors je sais que je ne me suis pas fait d'amis, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup les concepts de Tremblant et de Whistler. Dans mon cas, je trouve ça trop commercial. Maintenant, il faut que je dise que quand je suis allé vers Vancouver, je suis passé dans les Rocheuses, évidemment. Je suis arrêté à Banff. Je ne suis pas arrêté au lac Louise, par contre. Alors, c'est pour ça que je veux retourner faire un tour à Banff, au lac Louise et à Jasper pour pouvoir faire des vidéos. Parce que quand je suis passé la première fois, il faisait super beau, mais je n'ai pas pris de vidéo. Alors, je n'ai pas vraiment de vue des Rocheuses qui était écœurante en passant. Malheureusement, voici de quoi avait l'air la première journée quand je suis parti de Whistler pour m'en aller dans les Rocheuses. Alors, il n'y avait rien à voir. Voici de quoi avait l'air la deuxième journée dans les Rocheuses. On voit absolument rien. Et voici de quoi avait l'air la troisième journée dans les Rocheuses. Toujours rien à voir. Par contre, je voulais absolument avoir un souvenir du lac Louise, alors je suis arrêté tout de même au lac Louise et j'ai pris cette petite vidéo tout simplement de me faire un souvenir personnel. Et voici de quoi avait l'air la vue à Jasper. C'était bouché comme dans les Rocheuses. Alors, après avoir terminé mon périple dans les Rocheuses, c'est là que je me dirige directement vers le début de la Alaska Highway, parce que c'est ça mon objectif de la deuxième portion de mon voyage dans l'Ouest canadien. C'est de faire la Alaska Highway qui part de la Colombie-Britannique, qui passe par le Yukon et qui se rend en Alaska aux États-Unis. Alors, c'est ça que je m'en vais faire. Je suis à Dawson Creek. C'est ici que l'armée américaine a commencé à construire le Alaska Highway en 1942. On est au millage 0, c'est ici que tout a commencé. Je suis à Watson Lake. C'est la forêt des pancartes. Lors de la construction de la route, il y a un soldat qui a pensé à amener une pancarte de la ville d'où il venait. Et ça a parti d'une tradition. Les gens qui passent ici amènent une pancarte d'où ils viennent et ils l'installent dans la forêt des pancartes. En voici une qu'on reconnaît. Une autre qu'on reconnaît facilement.
C'est la frontière entre la Colombie-Britannique et le Yukon. Je viens de mettre les pieds au Yukon. C'est fait. Je suis au Yukon. Voici la pancarte officielle. Welcome to the Yukon. Les gens qui passent ici laissent leur sticker, leur autocollant. J'en ai pas. Alors, les moto-aventures sont passées ici du Québec. Je suis à Whitehorse, qui se trouve être la capitale du Yukon. Puis, c'est pas très beau et c'est vraiment pas chaud aujourd'hui. Alors, je me promène au centre-ville pour voir de quoi ça a l'air. Ici, les stationnements sont à 45 degrés. C'est cute parce qu'il y a beaucoup d'immeubles qui ont gardé leur aspect comme dans le temps de la ruée vers l'or. Ça fait un petit peu western. Ici, c'est l'ancienne gare. Sur les berges de la rivière, on peut voir le bateau à aube, Klondike. C'est le bateau qui amenait les prospecteurs dans le temps de la ruée vers l'or et qui ramenait les pépites d'or et les chargements de toutes sortes en revenant. C'est pas très beau, mais je suis au centre aquatique, plutôt au centre récréatif de Whitehorse. Et c'est assez beau, merci. Très grand. Il y a plein d'activités. Il y a plein de sports ici. Entre autres aquatiques, où je vais aller prendre une douche. On dirait du mini-tennis. Et en haut, il y a une passerelle où les gens peuvent courir. Il y a même des appareils d'exercice. Un autre semblant de patinoire qui est présentement utilisé pour un terrain de soccer. Avec un beau centre aquatique. Et finalement, il y a une très belle patinoire. Je viens de traverser Whitehorse au Yukon. Ça veut dire que je suis à peu près rendu à la moitié de l'Alaska Highway. Je suis à peu près au kilométrage 1100 et l'Alaska Highway, c'est 2200 km. Un petit peu d'histoire sur l'Alaska Highway. L'Alaska Highway a été construite par l'armée américaine en 1942. Il faut se rappeler que quand les États-Unis sont entrés en guerre dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment le Japon qui les a fait entrer en guerre. Et à ce moment-là, les États-Unis avaient peur que le Japon envahisse le continent nord-américain en passant par l'Alaska. Et en Alaska, à ce moment-là, oui, il y avait des routes en Alaska. Il y avait évidemment des routes au Canada, dans le nord du Canada, mais il n'y avait pas de route qui permettait de relier les routes canadiennes aux routes américaines en Alaska. Ce qui veut dire que si l'armée américaine avait besoin d'aller défendre le territoire en Alaska, il devait y aller par bateau, par avion ou par train, ce qui n'était pas très pratique. Alors, ils ont obtenu l'autorisation du gouvernement canadien de construire une route qui partait de Dawson Creek au Canada, en Colombie-Britannique, parce que Dawson Creek, c'était déjà un point de rencontre de plusieurs routes, donc c'était facile de se rendre à Dawson Creek, puis après ça, de construire la route à partir de Dawson Creek pour se rendre jusqu'à Delta Junction en Alaska. Évidemment, le Canada a accepté à condition que les États-Unis payent l'entièreté des frais de la construction, et ça a coûté 140 millions de dollars en 1942 pour construire la route. L'armée américaine a réussi à construire 2200 km de route en 9 mois seulement. Pour réussir à faire ça, il a mobilisé 27 000 personnes. C'est quand même incroyable. Pour le temps, il faut le faire. Si on me demande, est-ce que la route est belle? Bien, je dois dire que ça dépend des sections. Il y a des sections où vraiment, elle est très, très belle. Ça roule vraiment doucement. Il n'y a aucun problème. Mais la majorité du temps, c'est plus une route qui ressemble à une vieille route du Québec. Donc, il y a des nids de poules, c'est très craqué. Ça roule pas smooth et l'asphalte est fait avec souvent des roches d'un très, très gros calibre. Donc, ça roule très dur. Il y a aussi des bouts en gravelle, mais ils sont vraiment pas longs, les bouts en gravelle. Par contre, au niveau des paysages, je dois dire que c'est vraiment très, très beau. Premièrement, moi, je croyais qu'au nord, à la hauteur où nous sommes, le Yukon et l'Alaska, que c'était plus des forêts de conifères. Et que même c'était peut-être, si on peut dire, le même paysage que j'ai rencontré dans le nord du Québec ou encore au niveau du Labrador. Mais pas du tout.
Les forêts ici sont mixtes. C'est pas juste des forêts de conifères, c'est vraiment des forêts de conifères et de feuillus. Et le sol est très très riche en nutriments, ce qui fait que les arbres ici sont de grandeur normale. C'est pas du tout comme le nord du Québec ou le Labrador, où là, la terre est acide, il n'y a pas de nutriments, fait que les arbres sont très très petits, ça pousse de quelques millimètres par année seulement. Ici, c'est des forêts qu'on connaît partout. Et les paysages sont vraiment très très beaux. Il y a des montagnes avec des neiges éternelles. Tantôt, on va arriver bientôt au niveau des glaciers près de l'Alaska, à la frontière de l'Alaska et du Canada, c'est des glaciers. Il va y avoir le mont Logan, la plus grande montagne au Canada. C'est vraiment quelque chose. C'est très très beau à voir. C'est long, 2200 km à parcourir, mais si on aime regarder des beaux paysages, il n'y a aucun problème. C'est fait pour ça. Autre chose qui m'a aussi beaucoup surpris, c'est la faune qui est disponible ici. Alors, on est vraiment dans une contrée sauvage. Et puis, les animaux sont vraiment habitués à ce que les voitures passent, les camions passent sur la route, et ils s'en occupent plus vraiment. Ce qui veut dire que vraiment, sur le bord de la route, on peut voir des orignaux, des wapitis, des rennes, des chèvres des montagnes, des bouquetins, des ours noirs, des grizzlies. Alors, j'ai eu la chance de voir tous ces animaux. Malheureusement, sur mes vidéos, il me manque l'orignal parce que je ne pouvais pas arrêter pour prendre une vidéo. Et le wapiti, la même chose, je ne pouvais pas arrêter pour prendre une vidéo, malheureusement. Et j'ai oublié de nommer le bison qui circule en bande. Et finalement, à ma 4e tentative, j'ai réussi à attraper sur vidéo 2 orignaux. Et mon objectif présentement, c'est de me rendre évidemment à Delta Junction aux États-Unis. Après, c'est la fin officielle, si on peut dire, de la Alaska Highway à Delta Junction. Mais on peut faire encore environ 180 km et on se rend jusqu'à Fairbanks en Alaska, qui est la 2e plus importante ville de l'Alaska. La plus grande, je crois, de mémoire, que c'est Anchorage en Alaska, qui est la plus grande ville. La 2e plus grande, c'est Fairbanks. Alors, ça vaut la peine de continuer 180 km à peu près pour aller jusqu'à cette ville pour pouvoir la visiter. Et ce qui est intéressant aussi à ces latitudes, c'est que on a le soleil de minuit. Donc, je vais aller à Fairbanks et puis je vais vivre l'expérience du soleil de minuit, c'est-à-dire que le soleil ne se couche jamais et il fait soleil 24 heures sur 24. Déjà ici, à Whitehorse, il fait clair jusqu'à 10h30 le soir et il fait clair à partir de 5h le matin. Donc, c'est assez difficile à dormir. Il faut dormir avec quelque chose sur les yeux, sinon on ne s'endort pas. Et puis, on dirait qu'on est en décalage horaire. L'appétit n'est pas pareil, on ne mange pas aux mêmes heures, c'est très différent. C'est drôle à vivre. Donc, et peut-être que aussi, rendu à Fairbanks, je vais avoir la chance de voir des aurores boréales. Donc, tout ça est à découvrir rendu là-bas. En plus, le Yukon, c'est le paradis pour la van life. Partout, c'est facile d'avoir des accès pour passer la nuit près des rivières ou des lacs ou encore près des montagnes. C'est merveilleux pour la van life. Je me trouve à la frontière officielle entre le Canada et les États-Unis. Donc, je m'apprête à traverser aux États-Unis. Et voilà, je suis rendu aux États-Unis. J'ai traversé la frontière. Et je suis rendu en Alaska. Alors, c'est fait. Je viens de passer les douanes américaines. Et puis, la route du côté américain n'est pas plus belle que du côté canadien. En fait, il y a un 150 km qui commence environ 100 km avant la douane américaine, où le pergélisol en Alaska et au Yukon commence à fondre à certains endroits, ce qui fait que la route vient complètement tordue. Et même s'ils essaient de l'entretenir, à chaque printemps, le pergélisol travaille tellement que ça déforme complètement la route. Fait qu'il y a un 150 km où on peut vraiment pas aller vite. C'est pas des nids de poules, c'est des nids d'autruches. Et puis, ça fait plein de vallons. Alors, il faut se promener d'un bord et de l'autre de la route en évitant les vallons, en évitant les nids de poules. Et à plusieurs endroits, c'est très, très rough. Bien, c'est fait. Je viens de parcourir les 2200 km de la Alaska Highway et je suis au bout, à Delta Junction. Maintenant que je suis rendu à Delta Junction, il faut que je mette à jour un petit peu mes prévisions, en fait, ce que je voulais faire, ce que j'avais comme plan.
j'avais comme plan d'aller à Fairbanks, c'est environ 180 km plus au nord, pour pouvoir voir un soleil de minuit. Bien, en fait, c'est un petit peu trop tôt dans la saison pour voir un soleil de minuit parce qu'il se couche à 11h48. Donc, à minuit moins 10, le soleil se couche. Fait que je ne verrai pas un vrai soleil de minuit. Mais tant qu'à moi, même ici à Delta Junction, il se couche à moins quart, minuit moins quart. Donc, 15 minutes de plus, de moins, pour moi, ça ne fait pas de différence. Donc, ici, j'ai vraiment le feeling pareil d'avoir vraiment un soleil qu'on appelle un soleil de minuit, même s'il se couche 15 minutes plus tôt. Puis, il fait clair toute la nuit, là, parce que le soleil est quand même près de l'horizon, même s'il se couche, ce qui veut dire qu'il fait clair 24 heures sur 24, ici, 7 jours par semaine présentement. Et puis, pas question de voir d'étoiles et d'aurore boréale, parce qu'il fait clair toute la nuit, donc le ciel n'est pas noir, donc c'est pas possible. Il n'y a pas possibilité de voir d'aurore boréale à cet ainsi de l'année. La saison commence vers le mois de milieu août à peu près. Donc, et en plus, c'est que ici, rendu en Alaska, on a dépassé, si on peut dire, la chaîne de montagnes qui est intéressante à voir. Donc, quand on roule en Alaska à partir de la frontière américaine, on s'éloigne des montagnes, on est en pleine forêt. Donc, 180 km de forêt pour aller voir Fairbanks. C'est une ville qui est même plus petite que Saint-Eustache. Ça ne m'intéresse pas tant que ça, finalement, parce que de toute façon, j'ai vécu ce que je voulais vivre ici à Delta Junction au niveau de la clarté du soleil et tout ça. Parce que ceux qui me connaissent le savent, là, quand je me retrouve dans un endroit qui me fait penser à quelque chose que je peux avoir à 1 heure de chez moi au Québec, bien, ça m'intéresse beaucoup moins. Puis c'est le cas ici en Alaska, malheureusement. Parce qu'en Alaska, la route s'éloigne des montagnes au lieu de s'en approcher, alors qu'au Yukon, on longe les montagnes, ce qui est très intéressant. Alors, rendu en Alaska, c'est comme traverser le parc de la Vérandrée ou le parc des Laurentides. C'est une grande forêt qu'on traverse, puis les arbres cachent les montagnes. Alors, c'est un petit peu plate pour moi, pour mes goûts à moi. Donc, je ne me rendrai pas à Fairbanks. Je suis rendu au bout de la route Alaska Highway à Delta Junction. Donc, j'ai passé du temps ici. Maintenant, je tourne de bord et je m'en retourne au Yukon vers la Colombie-Britannique, l'Alberta et direction Montréal probablement. À regarder la carte, on comprend pourquoi la route est moins intéressante rendue en Alaska. Il faut voir que la Alaska Highway au Yukon passe par Whitehorse. Après ça, la route suit la chaîne de montagnes qui contient les glaciers et les parcs de glace. Et quand on arrive au niveau de la frontière américaine, on commence à s'éloigner des montagnes. On les a un petit peu dans le dos. Et là, on se retrouve en pleine forêt, puis la forêt cache les montagnes, donc on ne voit plus rien. Ce qui est intéressant du côté de l'Alaska, c'est de faire une croisière, parce que la croisière va aller de ce côté-ci de la chaîne de montagnes et rentrer dans les baies en bateau pour pouvoir admirer les glaciers. Donc, si on est du côté du Yukon, on longe de ce côté les montagnes, on voit tout en voiture, c'est très simple, c'est très, très beau. Si on veut être du côté de l'Alaska, alors il faut prendre une croisière et arriver en bateau dans les baies qui se situent de ce côté-ci de la montagne. Ce qui est intéressant dans cette grande chaîne de montagnes-là, c'est que c'est la réserve de glace et de glaciers la plus grande au monde, mis à part ceux qui sont situés au pôle Nord et au pôle Sud. Donc, c'est un parc de glace mondial et on a ça ici à portée de la main au Yukon. Comme j'ai terminé mon périple sur la Alaska Highway, c'est le temps de faire la conclusion. Est-ce que je suis déçu de mon voyage sur la Alaska Highway? Eh bien, pas du tout. En fait, j'ai vu toutes les beautés que je pensais voir. C'est juste que je pensais voir ces beautés-là en Alaska. Et je les ai vues au Yukon. Donc, tout ce que je pensais voir, je l'ai vu, mais je l'ai vu au Yukon au lieu de le voir en Alaska. Donc, c'est ça qui est vraiment surprenant, c'est que si on est en voiture, la beauté de la nature se situe au Yukon. C'est une belle province, c'est incroyable le territoire, comme il est beau, comme il est sauvage. Par contre, si on veut faire une croisière, mais c'est en Alaska que ça se passe, c'est aussi simple que ça. Donc, il faut juste savoir si on veut y aller en croisière ou en auto. En auto, c'est au Yukon. En bateau, c'est en Alaska. Mais les beautés sont présentes. Maintenant, je retourne vers Montréal. Est-ce qu'il va y avoir d'autres vidéos? Est-ce que je passe par Edmonton, Calgary? Est-ce que je fais un détour aux États-Unis? Who knows? Je ne sais pas parce que, comme d'habitude, moi, je ne planifie pas mes déplacements. J'y vais comme ça vient. Alors, à la prochaine!